À La Réunion, c'est vrai qu'il y a vraiment le côté sportif et festif. Et donc, c'est-à-dire que ça nous arrivait souvent, par exemple, d'aller prendre le sac à dos, de s'alourdir de quelques bouteilles et d'aller monter jusqu'au refuge du Piton des Neiges et d'aller se faire une soirée au Piton des Neiges et de redescendre le lendemain. Là, viennent me toquer le DTN adjoint de la FFA et l'entraîneur et sélectionneur de l'équipe de France de trail, donc Philippe Propage, me disant écoute, mais tu sors d'où? T'es qui? On t'a jamais vu? Tu viens de faire une sacrée performance, t'es devant des filles qui méritent d'être en équipe de France. La gynécologie du sport, et c'est-à-dire toutes les spécificités les gynécologiques auxquelles peuvent être confrontés les sportifs, mais de tout niveau confondu et de tout sport confondu. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce mot-là, tease. Ah, ça fait plaisir. Bienvenue dans Médecin qui es-tu, le podcast qui vous plonge dans l'univers captivant du monde médical. Chaque épisode vous offre un regard intime sur la vie des médecins, leurs défis dans le monde professionnel et leurs passions en dehors des salles de consultation. Je m'appelle Maxime Garcia, bienvenue et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médecin qui es-tu, une saison 2. Aujourd'hui on réalise cet épisode en visio parce que mon invité, tel un isard pyrénéen, est un petit peu difficile à croiser. J'ai l'honneur de discuter avec Blandine Lirondelle. Bonjour Blandine. Bah écoute, salut Maxime, et c'est la première fois qu'on me prénomme l'isard pyrénéen et j'aime bien ce petit... Tu représentes pour moi une immense fierté. Tu sais pas encore, mais tu vas le savoir de suite, puisque tu as été à l'origine carrément de la création de ce podcast. Quand j'ai vu tes résultats, ton parcours, je me suis dit, comment fait-elle pour associer ces longues journées, ces gardes, obtenir ce niveau international d'ultra-trail? Comment fait-elle pour associer l'immensité, le dévouement que représentent les études de médecine? Quelle flamme l'anime? J'ai donc eu cette idée de podcast un peu grâce à toi, pour toi, parce que je me suis dit, il faut absolument qu'on discute de tout ça. Tu as été beaucoup interviewé côté sport, on t'a dit, et en plus en parallèle, t'es médecin, ok, les choses étaient un peu dites de façon rapidement, mais je me suis dit, il faut absolument qu'on discute de ces médecins qui ont des immensités à côté de leur carrière médicale, donc merci beaucoup et pour ça et pour l'inspiration. Comment vas-tu et où es-tu en ce moment? Écoute, trop bien, cette petite introduction, je n'étais pas au courant. Écoute, moi ça va super, là c'est le coucher de soleil à Font-Romeu, une magnifique ville qui fait station de ski, mais voilà, qui est aussi très agréable à vivre. Et actuellement, j'avoue que depuis janvier, je me suis pris une petite année off au niveau professionnel, donc en tant que gynéco, en tout cas, du moins au niveau hospitalier. Voilà, je n'ai pas prolongé mon contrat hospitalier, mais on reviendra dessus. Mais j'ai quand même plein d'autres projets en lien avec la gynécologie et le sport cette année, mais voilà, ça va super. Ok, on va discuter de gynécologie puisque c'est ta spécialité médicale. Pour ceux qui ne te connaissent pas, il n'y en a pas beaucoup, mais peut-être un petit peu. Quand Pour te même. présenter sur le côté palmarès sportif. Et si je dis des bêtises, tu me dis, parce que sur Internet, des fois, j'ai fait de mon mieux, mais on ne sait jamais. Est-ce que tu es double championne du monde de trail? Ouais, c'est ça, effectivement, tu y es. Championne d'Europe et championne de France de trail. Ouais. Bon, tout ça, je suis un peu... j'ai toujours le syndrome un peu de l'imposteur parce que je ne le suis plus actuellement, ni Ouais. championne d'Europe, ni championne du monde, parce que ça, c'était il y a plusieurs années maintenant. Je suis encore Bah, championne de France, tu vois, actuelle, de 2024. Mais ok. bon, bientôt, je n'aurai plus aucun titre parce que comme je ne fais pas les championnats de France cette année, ni les championnats du monde, ben, voilà, je vais partir. Ok. Mais bon, écoute, oui, je l'ai été dans une vie. C'est un peu comme le rôle de président de la République, on le garde à vie, non? C'est exactement ce qu'on m'a dit. Donc effectivement, je peux dire que j'ai été, je suis toujours double championne du monde, une fois championne d'Europe et plusieurs fois championne de France. Ok. Tu as été élu athlète de l'année en 2022 par la Fédé d'athlétisme. Ça, c'est quand même Ouais. au-delà des choses qui se passent sur le terrain, c'est quand même un honneur immense d'être reconnu par ses pairs. Effectivement, au sein de la Fédé, c'était quand même un grand honneur parce que le trail a plutôt tendance. Alors, effectivement, il faudrait que je m'y fasse que je suis pas dans un podcast de trail et Ouais. de sport. Mais le trail, en fait, c'est, on va dire, la course à pied en montagne. On peut faire entre
entre 10 km jusqu'à 300 km avec, ça peut même être plat ou il peut y avoir un sacré ratio de dénivelé. Et du coup, ça fait partie de la Fédération française d'athlétisme, mais au sein de la FFA où on a les pistards et les routards, c'est vrai que le trail, c'est toujours passé un peu en seconde ligne et ça a été une énorme fierté qu'une traileuse soit élue athlète de l'année. Ouais, j'avoue, j'ai été surpris en voyant le titre. Je me suis dit, incroyable de passer devant toutes ces énormes stars de l'athlé sur piste, etc. Donc, incroyable, bravo. Tu as remporté la CCC, Oui, Courmayeur, Champex, Chamonix. Troisième de l'UTMB 2023, cinquième 2024. c'est ça. Il y a plein d'autres lignes, mais c'est déjà monumental. Qu'est-ce que ça te fait quand on te dit ça? Est-ce que tu as un peu de recul sur ta carrière? Est-ce que c'est encore le bouillonnement et tu es encore dans l'effervescence ou tu as un petit peu de recul sur ce que tu as déjà produit? Non, c'est vrai que j'ai un petit peu de recul sur ce que j'ai déjà produit. Pour l'histoire, mais pour ma petite histoire, je pense que peut-être qu'on y reviendra aussi. La première fois que j'ai été championne du monde, on va dire que 2 mois avant, je ne savais à peine ce qu'était le principe d'un entraînement ou je ne m'entraînais même pas. J'étais complètement inconnue. Et voilà, j'étais toute nouvelle là-dedans. J'étais en fond dans mon internat de gynécologie à Bayonne et je courais juste pour m'amuser. Et tout est venu très rapidement en 2 mois où j'étais championne du monde. Là, effectivement, pour le coup, j'ai mis beaucoup de temps avant de me rendre compte de ce qui s'était passé. Mhm. J'ai même des amis de l'externat. J'ai fait mon externat à Caen, en Normandie, qui m'ont envoyé un message et qui m'ont dit mais c'est quoi cette histoire? On ne savait même pas que tu courais, qu'on apprend que tu es championne du monde de trail. Donc c'est vrai que c'était assez brutal. Et après, tout s'est vite enchaîné. Finalement, j'ai enchaîné avec d'autres championnats du monde et puis après, voilà, des compétitions nationales, internationales. Et c'était magique, tout allait vite. Et effectivement, là, ça fait bientôt 6 ans que je fais du haut niveau. Donc, on commence à accepter tout ça et presque même à le regarder derrière avec un peu de nostalgie. Regarder derrière, tu penses que tu as encore du temps de carrière? Tu l'évalues à combien? Alors moi, je me suis donné 7 années seulement. Je me suis fixé la fin de l'année 2025 avec en ligne de mire la Diagonale des Fous. Et après, voilà, j'ai 34 ans, toujours pas d'enfant et voilà, je sais que faudrait que moi qui ai envie d'une vie de famille, falloir que je m'y mette un moment. Donc je dis pas que j'arrêterai complètement, c'est juste que on va dire que mes objectifs principaux seront autre part et je me consacrerai plus autant à ça. Donc bien sûr, je continuerai à pratiquer comme je le fais, mais j'ai pas envie que ce soit un objectif à part entière le sport de haut niveau. Ça va passer en second plan. Donc après, on verra comment ça va se goupiller. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas envie de me mettre de pression par rapport à ça parce que j'ai envie de passer aussi à autre chose. Mais je sais pas ce que l'avenir me réservera par la suite. Mais en tout cas, voilà, j'ai envie d'avoir une petite parenthèse pour construire autre chose dans ma vie. Ok. Alors, tu l'as compris dans le podcast, vu les autres podcasts que tu as fait, pas tout à fait identiques, on aborde un peu plus côté médical, le cursus, la folie de ses études. Et pour le coup, dans le podcast, on parle aussi des patients extra-hospitalières, comme là, pour le coup, l'immense passion que tu as. On va revenir sur ton parcours. Ça débute où, les études médicales, mais même avant les études médicales, lycée, collège, tu grandis où? Alors, je grandis dans une très jolie ville en Normandie, en Basse-Normandie, dans le Calvados, qui s'appelle Bayeux. J'ai fait toute ma jeunesse à Bayeux jusqu'à mes 18 ans et ensuite j'ai fait l'externat la première année de médecine puis après effectivement l'externat à Caen au CHU de Caen. Moi j'ai toujours voulu faire médecine en fait. Je Mhm. pense que je viens d'une famille assez où il y a beaucoup de médecins et d'un papa médecin.
Alors non pas qu'il m'ait forcé, on a toujours eu le choix de faire ce qu'on voulait, mais le voir épanoui dans ce qu'il faisait. En plus, c'était une ville, c'est le genre de ville pas très grand où c'est le médecin, un peu le médecin de la ville, où quand on se marchait dans la ville, il se faisait arrêter par les patients et je voyais un peu, j'étais un peu fière. Ça me rendait fière et je trouvais ça beau en fait quand les patients à chaque fois le remerciaient pour ce qu'il faisait pour eux. Je trouvais ça une belle profession et un beau dévouement. Donc j'ai toujours voulu faire médecine. Après la spécialité, ça m'est venu que vraiment au cours des études. Donc j'ai fait mon externat à Caen, première année, puis après tout l'externat à Caen, et puis arrivé le concours de l'internat. J'ai fait, je sais pas si on en reviendra, mais j'ai toujours été extrême dans ce que je faisais. Donc là, on peut croire que c'est extrême dans le sport, mais j'ai été extrême dans tout ce qui était festif. Et Dieu sait que en plus, on n'est pas les derniers de la liste quand il s'agit des soirées, hein, nous les médecines. Donc voilà, je faisais partie de la corpo. Enfin, j'étais hyper investie. Je faisais pas vraiment un brin de sport. Quand j'allais effectivement faire une activité physique, je sais pas, que ce soit du fitness ou de la course à pied, on va dire que c'était après une grosse cuite pour essayer d'éliminer un peu les toxines et de mieux enchaîner, tu vois. C'était un peu ça l'idée. Quand on dit pourquoi tu as commencé à courir, il y en a beaucoup qui vont... il y a plein de raisons. Moi, c'était surtout pour ça, pour mieux décuver, voilà. Et par contre, je commençais à avoir vraiment envie de voyage, de bouger quand même. Donc, j'avais fait pas mal dès que je pouvais faire des stages à l'étranger, j'en faisais. Donc, j'avais fait au Cameroun. Mon dernier stage, je l'avais fait à Quito, en Équateur. Et je m'étais dit, si je peux, je ferai mon internat à La Réunion parce que j'avais envie de bouger. Et La Réunion, ça m'avait vraiment donné envie. Et mon dernier stage, justement, à Quito, c'était en maternité. Et j'ai eu un coup de cœur pour la gynécologie. Ok. La gynécologie, j'aimais cette profession médico-chirurgicale parce que j'aimais beaucoup tout ce qui était technique, chirurgie. En fait, j'ai jamais aimé vraiment me restreindre dans un domaine. Et ce que j'aimais dans la gynéco, c'est que on pouvait faire en plus de la médecine libérale de ville, un peu le médecin généraliste pour les femmes, ou même faire de la chirurgie et de l'échographie. Enfin, c'était très très varié, je trouvais, la PMA. Et j'aimais bien ce côté varié. Donc j'ai choisi la gynécologie à La Réunion, sur l'île de La Réunion. Donc pour voir un peu du pays, aussi parce qu'on m'avait vanté à l'époque surtout les soirées médecine, les grosses colloques réunionnaises de médecins et les pool parties, les beach parties. Enfin moi c'était surtout ça ce qui m'avait le plus attiré. C'était pas pour faire de la... Non, je ne connaissais aller même... chercher des sentiers incroyables ou pas? Non, je connaissais même pas le mot trail en fait, hein, tu vois. Ouais. Et quand j'y suis allée, effectivement, hein, bien sûr, j'ai continué à faire j'ai pris tout de suite une coloc avec plein d'internes et de faire des pool parties, c'était génial. Se faire des petits ponches et finir à 9h sur la plage, enfin, c'était cool. Mais en parallèle, en fait là, tu vois, par exemple, rien que le week-end d'intégration, c'était dans un gîte, je me rappelle, il fallait faire une randonnée pour aller exceller dans ce gîte. Et puis après, c'était grosse beuverie. Mais il y avait quand même ce côté toujours un peu sportif. Et donc, on a eu assez... à La Réunion, c'est vrai qu'il y a vraiment le côté sportif et festif. Et donc, c'est-à-dire que ça nous arrivait souvent, par exemple, d'aller prendre le sac à dos, de s'alourdir de quelques bouteilles et d'aller monter jusqu'au refuge du Piton des Neiges et d'aller se faire une soirée au Piton des Neiges et de redescendre le lendemain. Et c'est la méthode de la championne du monde, de charger les sacs. Ça a commencé comme ça. Et je me rendais compte que je comprenais pas, tout le monde, les gens n'avançaient pas trop, quoi. Je prenais toutes les bouteilles pour essayer de m'alourdir un peu parce qu'on voilà, alors que et à juste titre mes copains, mes potes devaient souvent s'arrêter, moi j'étais pas fatiguée et puis finalement j'ai vite commencé à découvrir le trail. Donc parce que quand on faisait ces randonnées, je voyais des gens qui couraient, je me disais pourquoi ils courent, qu'est-ce que c'est? Je vais essayer et voilà, j'ai rencontré j'ai décidé de pratiquer, j'ai découvert le trail comme ça. Je suis désolée, à la base, je suis sûre que tu voulais juste me demander mon cursus, et là, je parle mon cursus. Mais bref, du coup, j'ai fait mon internat à la Réunion, c'était génial.
Mais bon, parmi ces 6 ans d'internat, j'en ai quand même fait 2 à Bordeaux. Tu viens. Ouais. C'était des années un petit peu plus sombres. Surtout que dans les 2 ans que j'ai, enfin dans les 3 ans que j'ai fait à, j'ai dit 6, mais c'était 5, hein, c'est 5 ans d'internat. Dans les 3 ans que j'ai fait à La Réunion, j'ai fait Mayotte et en fait j'ai eu le gros clash. Juste après Mayotte, je suis partie à Bordeaux et donc vraiment ça m'a fait un gros Un changement. Donc ça contraste. fait un gros contraste effectivement. Donc ouais, Bordeaux, ça, c'est pas les meilleurs souvenirs que j'en garde, mais il faut bien y passer. Hein. De toute façon, voilà, l'internat. Je crois qu'on a ce terrain stage en commun en plus. On a fait un stage en Je crois commun. qu'on a ce terrain stage en commun. Ouais, dans notre maquette, on doit passer par la maternité et je suis passé par la maternité de Bordeaux. Et tu penses que j'y étais? Parce que moi, à Bordeaux, j'étais pas à la mater, donc Non, j'étais. j'étais après toi. Hein, j'étais après toi. Ah, ok. Mais je veux dire, je suis passé dans le même service que toi, quoi. Ok. Non, mais en fait, c'est là où j'ai découvert. Alors, je suis restée 2 ans. Enfin, oui, j'ai dû faire 2 ans en métropole. C'est là où j'ai vraiment découvert ce que c'était l'internat d'obstétrique. Et je me suis dit. Alors, c'est très bien parce que voilà, on a une super formation, mais je pense que si j'avais fait 6 ans, enfin 5 ans d'internat en métropole, je sais pas si j'aurais. Mais donc, bref, et puis quand je suis rentrée en métropole, je ne savais même pas que le trail existait aussi en France. Tu vois. Mhm. Et j'avais un peu mis de côté pendant un an. Et après, à Bordeaux, on peut aller aussi à Agen et à Bayonne, ce que j'ai fait. Et à Bayonne, j'ai redécouvert le trail, la montagne. Et c'est pendant ma 8e année, justement, 7 ou 8e année d'internat, quand j'étais à Bayonne, où je me suis remise à faire du trail. Et c'est là où j'ai eu mon premier titre de championne du monde. Ah Est-ce ouais, que je mais bon, continue? alors, c'est incroyable. Il y a plein de choses à reprendre. Je Ouais, voulais je suis savoir, moi, désolée. initialement, ta première année de médecine, est-ce que tu étais adapté à l'exercice? Est-ce qu'il n'y a pas déjà un excès dans ta façon de vivre qui était adapté à ce concours si dur? Est-ce que dans ta personnalité, ça t'a aidé pour passer cette énorme étape? En fait, tu vois, c'est drôle, mais j'y ai repensé récemment. Je me suis dit que la première année de médecine, je l'avais, comme je voulais faire ça depuis toujours, et je savais que c'était le plus dur, la première année de médecine, une fois que j'aurais passé cette première année. Et donc, je pense que je l'avais mentalisé comme là, par exemple, je le fais par rapport au sport, comme si c'était l'objectif sportif principal de l'année. Et Mhm. donc, avoir un objectif, bon, bien sûr, il faut s'entraîner. Je m'étais pas tellement entraînée. Mais par contre, avoir un objectif, ce qu'il faut surtout faire, c'est bien décharger et ce qu'on appelle la période d'affûtage et en faire beaucoup moins avant le gros objectif où on va tout donner. Bon, je te dis, je pense que je me suis pas beaucoup entraînée parce que j'avais quand même un gros poil dans la main quand j'étais au collège et au lycée. Mais par contre, Ok. j'avais toujours des notes correctes, moyennes, sans en faire beaucoup. Et je me rappelle, mes parents me disaient, mais Mandine, c'est bien, bon, tant que ça marche plutôt bien, tant mieux. Mais voilà, en médecine, et je leur disais toujours, je sais à quoi m'attendre, mais c'est pour ça que j'ai envie de profiter maintenant. Enfin, c'est vrai que j'étais même fait tard dès le lycée. Et pour l'anecdote, je me suis aussi rappelé de quelque chose. Je crois que le bac, par exemple, c'était jeudi, vendredi, lundi, mardi, ou un truc comme ça. Et moi, ça faisait déjà depuis qu'on a fait jeudi, vendredi, ça faisait déjà depuis la semaine d'avant que j'avais pas fait la fête, que j'étais pas sortie. Et j'avais essayé de solliciter tous mes potes pour qu'on sorte le vendredi, samedi, entre les 2 jours du bac. Et en fait, personne n'avait voulu pour réviser le bac. Et j'étais sortie, on était 2, je crois, il y avait juste une copine, on avait fait la brinque. Enfin, bref. Mais bref, tout ça pour dire que c'est vrai qu'au lycée, les dernières années de lycée, je me suis vraiment relâchée parce que je savais qu'il y avait la première année de médecine. Mais par contre, dès lors où j'ai mis Mhm. le premier jour le pied à la fac de médecine, on m'a plus vue. Pendant un an, mais j'en ai fait même trop. Enfin, vraiment, je faisais partie de ceux qui affichaient dans les toilettes, sur les murs de la douche, qui mangeaient en révisant. Limite, je pense que ça m'est déjà arrivé même de mettre des classeurs sur mon oreiller en pensant que par télépathie, j'allais apprendre pendant la nuit. Donc vraiment, pendant un an, on m'a pas vu. Pendant un an, on m'a pas vu. Et par contre, après, ça a été T'as le chiant. concours en un an? Ouais, j'ai eu le concours en un an. Ok. J'ai eu le concours en un an, mais j'ai eu beaucoup de chance. Hein. J'ai fait vraiment partie des dernières. Mais écoute, tant mieux. Hein. Je n'y croyais pas non plus. J'ai même pas voulu aller voir les résultats.
J'ai reçu un texto d'une copine qui m'a dit bravo. Je me rappelle exactement, je sortais de la douche et elle m'a dit je reçois un texto, elle m'a dit bravo, je peux t'appeler docteur maintenant. Et en fait, je savais même pas, j'avais complètement oublié que c'était le jour des résultats, tellement j'étais persuadée de pas l'avoir, en fait. Et donc, je sais pas, c'était l'été, je partais pour faire autre chose. Et quand j'ai vu ça, j'ai mis un peu de temps avant de comprendre que c'était le jour des résultats et qu'en fait, elle avait su que j'avais été prise. Et donc ça, c'était assez incroyable, beaucoup d'émotions. Ok, ensuite arrive l'externat. J'ai entendu dans d'autres podcasts, et là tu nous l'as dit aussi, qu'il y avait une grosse partie de fêtes, etc. T'étais falucharde ou pas? J'ai failli. Ah ouais? Non, je suis pas falucharde. J'avoue que j'ai failli. Mais je crois que j'étais même pas en état le jour de mon baptême, tu vois. Donc, mais j'avais tout, hein. J'avais fait tout ce qu'il fallait tout. Je voulais me faire. Tu vois, j'ai été critard. J'ai fait un crit. J'ai pas été falucharde. Bon, avec du recul, c'est pas un grand regret dans ma vie, hein, j'avoue. Mais oui, j'ai été un peu dans l'excès. Il y a des fois où j'en ai même un peu honte, hein. Mais bon, finalement, voilà, je pense qu'il faut pas avoir honte de ce qu'on a vécu. Je l'ai vécu à 100%. Et c'est vrai que maintenant, quand je côtoie beaucoup de sportifs de haut niveau, c'est incroyable la différence. Il y a vraiment un gros fossé. C'est les sportifs de haut niveau. Depuis qu'ils sont jeunes, ils veulent faire ça et toute leur vie, ils ont fait des concessions. Ils ont voilà, eux la fête c'est voilà, on va prendre 3 bières et on va se coucher à minuit au plus tard parce que demain il y a entraînement. Et c'est tout à leur honneur. Moi je suis admirative de ça, mais je pense que j'aurais pas pu le faire toute ma vie. Et voilà, moi j'ai vécu cette enfance ou plutôt adolescence, enfin voire même vie étudiante comme ça, et c'était super chouette. J'ai passé de bons moments, j'avais une bonne bande de potes. Et là, tu fais pas un brin de course à pied? Il y a aucun sport dans ta vie jusqu'à présent là? Ah si, si je te dis, j'allais faire un peu en lendemain de cuite surtout. Ah non mais si, j'étais toujours un peu active. Je me rappelle, j'étais inscrite des cours à la fac là de fitness, un peu de step, de trucs de zumba. J'aimais bien ces trucs-là. J'allais un peu courir quand même, hein. J'allais courir. Si, je faisais du sport, mais vraiment pour m'entretenir, soit pour essayer de décuver, soit pour essayer de me donner bonne conscience. Et puis aussi parce que je ressentais les bienfaits, les bienfaits hormonaux, enfin je veux dire, tu sais, sérotonine, sécrétion, etc. De la course à pied, ça me faisait vraiment du bien. Et je me suis vraiment mis à la course à pied, justement à la 6e année, pendant l'année du concours de l'ECN. Je sais plus quoi ça s'appelle, ECN maintenant. Je suis perdue. EDN, enfin, moi aussi. Ça fait déjà 3 ans et ils ont encore changé de nom. Donc, Et parce que finalement, c'était le sport le plus facile à pratiquer, la course à pied. Alors, c'était pas du trail, hein, c'était plutôt la course à pied sur route. Mais là, effectivement, je pense que toutes les 2-3 jours, j'allais faire un footing quand j'étais. Et tu sentais que tu avais des prédispositions ou est-ce que tu as eu un sport dans l'enfance où tu avais déjà des qualités de ouf? Absolument pas, parce qu'en fait, par exemple, du cross, tu vois, le cross-country, j'en ai fait 1 an au lycée. Et j'en avais fait les championnats de France du NSS, le cross-country, mais parce qu'en fait, dans mon équipe, il y avait 2 filles qui étaient extrêmement fortes. Mais en fait, moi, j'étais la dernière du groupe. Et avec Bayeux, donc notre petit club, on s'était qualifié au championnat de France, mais je crois qu'on avait été la dernière équipe. Et moi, je me rappelle même plus. En fait, l'idée, c'était juste de faire la course, mais j'étais vraiment dans les 10 dernières. Tu vois, je pense qu'à l'époque, je voulais juste pas être dernière. Et non, je pensais pas avoir des prédispositions. Après, je mettais absolument rien en place pour. Ouais. Et en 6e année, quand tu allais courir, tu courais avec des potes ou pas? Ouais, je courais avec des potes, si, j'arrivais à suivre. En PLS naturellement ou Est-ce que moi j'étais en PLS ou je les mettais en PLS? Tu les mettais en PLS? Non, pas forcément. Non. Par contre, tu vois, j'arrivais à bien suivre, mais non, pas forcément de prédisposition. Après, Okay. Dans mon enfance, j'ai fait beaucoup de gym et de danse, hein, je l'ai pas dit. Enfin, beaucoup. En fait, j'ai fait de la gym et de la danse comme des petites filles qui font de la gym et de la danse, quoi. Un entraînement par semaine et des compètes de temps en temps. Mais pareil, j'avais pas de prédisposition particulière.
Ok. Et donc, tu choisis gynéco-obstétrique, pas gynéco-med, Ouais. à l'internat, et tu choisis La Réunion avec donc, comme on disait tout à l'heure, des semestres à faire en métropole, notamment à Bordeaux, Bayonne. Là, c'est pareil, c'est pour les avoir vus bosser. Un gros coucou à toute l'équipe avec qui j'ai bossé. C'est vraiment une spécialité de fou en Ouais. termes d'énergie, de stress. Est-ce que ça a été brutal pour toi, le début de l'internat, ou tu as toujours été un peu adapté à cet excès que demande la médecine? Ben, bon, je t'avoue que quand j'ai choisi gynécologie obstétrique, je savais à quoi m'attendre. Mhm. Et à l'époque, je n'avais pas d'autres passions, ne serait-ce que si, faire la fête. Mais en tout cas, qui me prenait autant de temps que actuellement le sport me prend. Donc j'avais notion que j'avais notion que l'obstétrique me prendrait toute ma vie. Enfin, c'est ce que je pensais il y a Mhm. maintenant 10 ans. Ah ouais, ça passe vite. Il y a maintenant 10 ans. Donc, bah, quand on a dû y aller, non, j'ai trouvé ça passionnant. C'est effectivement, hein, c'est bon, ça va, on est dans un podcast de médecine, donc je pense que tout le monde sait un petit peu que effectivement l'internat de gynécologie obstétrique, c'est un des plus difficiles en termes de contraintes horaires, de sommeil, de stress, d'urgence. Mhm. À ce niveau-là, je pense qu'on est quand même pas mal lotis. Mais je trouvais ça excitant. Moi, j'adorais. À l'époque, je me sentais jeune et voilà, toute fraîche et passer des nuits blanches à faire des accouchements, des césariennes. J'ai trouvé ça palpitant. Et en plus, surtout quand on est interne, finalement peut-être même que je préférais l'internat parce que on voyait des choses extraordinaires, mais sans avoir de grosses responsabilités finalement. Même si on avait toujours quelqu'un qui nous couvrait et c'était hyper agréable de se former comme ça. En plus, à La Réunion, bah pareil, coucou à tous mes chefs, les assistants, les PH, parce qu'il y avait une bienveillance de dingue, c'était génial. On était hyper autonomes très rapidement, on nous laissait faire plein de choses. Et il y avait une ambiance vraiment, vraiment géniale. Enfin, Mhm. euh, notre chef de service, il nous invitait à faire des pool parties chez lui. Enfin, c'était assez rigolo parce que la veille, on était là en train de faire péter la bouteille de champagne en maillot de bain dans sa piscine. Et le lendemain, par contre, si t'étais pas à 7h pile pétante et que t'arrivais à 5h01, il t'engueulait et comme une chaussette pourrie, alors qu'on a envie Ouais. de dire, mais il y a 3 heures, on était en maillot de bain dans ta piscine. Il y avait ce côté vraiment, on respecte, le boulot c'est le boulot, mais on sait faire la part des choses. Et en fait, je pense que ça enlevait un peu la soupape, ça permettait vraiment de Mhm. décompresser. Donc Ok. l'internat à La Réunion, c'était très formateur, hein, c'est un très bon internat. C'était dur hein, comme un internat d'obstétrique, mais il y avait cette vie à côté qui permettait vraiment de lâcher la pression. Mhm. Juste pour revenir à ton début sur la course à pied ou le trail, ça débute donc par les petites randos avec la tise dans le sac. Ah, ça fait Tu... longtemps que j'ai pas entendu ce mot-là, tease. Ah, ça fait Et plaisir. du coup, tu te mets à courir et tu cours le championnat du monde. Enfin, comment ça se passe en fait? Parce que j'ai l'impression que ça va à 10 000 à l'heure. Tu te Ça mets sur va, une course et tu butes tout le monde et ça se passe incroyablement bien. ça va à 10 000 à l'heure, mais en fait, oui, même moi, j'ai du mal à comprendre comment c'est possible. Mais du coup, La Réunion, Mayotte, ensuite, bam, je reviens à Bordeaux. Pendant 6 mois, je suis en ermite parce qu'en plus, je passe de Mayotte où on se levait à 5h du mat pour aller faire du surf et surtout du ski nautique au lever du soleil. Et après, on allait enchaîner sur la journée de boulot. Enfin, c'était trop bien. Et les week-ends, on les passait sur des petites îles. Enfin bref. Après Mayotte, bon, je t'en parle, mais effectivement, après tout ce qui s'est passé, je pense que la vie n'est plus aussi agréable qu'avant. Bref, c'était Mhm. une petite parenthèse. Mais je passe de ça à Bordeaux. Donc là, pendant 6 mois, je n'ai plus touché à mes baskets. Et ensuite, je suis allée à Bayonne. Et là, bah, c'était un peu la Renaissance. Je me suis éclatée. Le Pays Basque, c'est incroyable pour aller courir. J'ai Mhm. adoré. Je me suis fait plein de potes et là j'ai commencé dès que je pouvais à aller parce que Bayonne, beaucoup pensent que c'est le surf, mais il y a aussi côté terre qui est hyper Ouais, ouais.
L'arrière-pays, le Pays Basque intérieur, ouais. Ouais, et je me suis régalée, j'ai découvert plein de choses. Et donc, pendant ce semestre à Bayonne, j'ai fait une course qui s'appelle, c'était en mars, tu vois, de l'année 2019. En mars de l'année 2019, qui s'appelle le Trail du Ventoux. Et en fait, qui est une course, je savais pas, qui était quand même assez réputée. En général, c'est la course, la première course qui ouvre la saison de trail. Et en général, il y a beaucoup de bons trailers qui viennent pour voir un petit peu dans quel état de forme ils sont au vu de la saison qui s'annonce. Et à cette course, eh bien, il y avait un sacré plateau, mais je connaissais pas vraiment les filles qui étaient devant moi. J'ai terminé deuxième, mais alors juste derrière une américaine qui était à l'époque championne des États-Unis de trail sur un format court, je pense, dans sa catégorie, on va dire, mais quand même qui avait un bon niveau. Et derrière moi, il y avait quand même des filles qui étaient en équipe de France de trail les années précédentes. Et donc j'arrive, toute contente à cette course. Le dimanche, et puis prête à reprendre la route pour rentrer à Bayonne et recommencer tranquillement ma vie d'interne en gynécologie obstétrique à Bayonne. Sauf que là, viennent me toquer le DTN adjoint de la FFA et l'entraîneur et sélectionneur de l'équipe de France de trail, donc Philippe Propage, à l'époque, me disant écoute, tu sors d'où? T'es qui? On t'a jamais vu? Tu viens de faire une sacrée performance, tu es devant des filles qui méritent d'être en équipe de France. Est-ce que tu sais que dans un mois, il y a la course qualificative pour les championnats du monde qui auront lieu en juin de la même année au Portugal. Écoute, on t'invite fortement à faire cette course de sélection parce que tu as toutes tes chances. Mais c'est dingo, hein. C'est dingo parce que tu avais passé 6 mois off quasi à Bordeaux. Ouais, effectivement. Et en plus, ouais, non mais complètement. Complètement. Non mais C'est une ville surtout pas quand... ouf pour le sport d'ailleurs. Non, mais j'en reviendrai. J'en reviendrai parce que j'ai dû m'entraîner. Enfin, j'en reviendrai à ça. Parce qu'en fait, après, je suis retournée à Bordeaux en mai, parce que c'était en mai, en fait. Et du coup, de toute la période le mois juste avant les mondiaux, j'étais à Bordeaux. Et donc, en fait, juste pour te dire que quand ils m'ont parlé de ça, mais la première réponse, et j'étais mais sûre de moi, j'ai dit ah non, impossible. Moi, le trail, j'en fais juste. Là, pour l'instant, je suis focus dans mes études. Je fais un internat d'obstétrique, enfin de gynécologie, un internat de médecine. C'est extrêmement prenant. Si je fais du sport, c'est pour me défouler, pour me faire du bien. Et je n'ai pas du tout envie de me mettre une pression supplémentaire. Parce que, ben voilà, qui dit course de sélection, dit forcément qu'il fallait que je fasse partie des 5 premières d'une course à haut niveau. Et puis après, je ne parle même pas de si je faisais les championnats du monde, il faudrait que je m'entraîne. Et j'avais absolument pas envie de me mettre cette charge mentale en plus. Donc pour moi, c'était niet, c'était non. Ils étaient un peu déçus. Tu dis, bah, quand même, a priori, tu as des capacités, des prédispositions. On te laisse quand même notre numéro. Donc, je leur avais donné aussi mes coordonnées. Et donc, chose étant faite, je reviens tranquillement à Bayonne. Et le lundi, je reprends le boulot normalement, comme la vie normale. Et puis, je discute je me rappelle, j'étais avec les infirmières. Je pense que je devais être en chirurgie à ce moment-là. Et on était dans la salle de repos et je discutais avec les infirmières de ce qui s'était passé. Et là, elles me disent, mais du coup, tu vas aller faire la course qualificative. Non, voilà, ça fait plaisir à l'ego. On m'a repéré, on m'a dit que j'avais des capacités, mais voilà, ça s'arrête là. Et là, elles m'ont toutes regardé avec la bouche grande ouverte, les yeux écarquillés. Mais comment ça? Donc, je leur explique ma raison. Ils disent, non, mais écoute, au pire. Et en fait, je pense que c'est ça, la phrase qui m'a un peu résonné en tête. Elles m'ont dit, mais de toute façon, t'as rien à perdre. Tu t'entraînes pas depuis des années pour ça. Si t'échoues, bah, en fait, tu reviens, enfin, si tu échoues et que tu n'es pas sélectionné, et ben, tu reviendras à ce point de départ-là. Et en fait, si tu y arrives, ben, tant mieux. Tu peux prendre ce qu'il y a à prendre. Et le coup du t'as rien à perdre, en fait, c'est vrai. Je pouvais continuer à ce que je faisais, à courir comme j'en avais envie, parce que de toute façon, ça avait bien marché pour le Ventoux, et puis à voir ce que ça allait donner pour la course de sélection. Et donc, j'appelle, mais ça m'a, voilà, pendant une semaine, j'ai hésité, et puis au bout d'une semaine, j'appelle donc ce fameux entraîneur, Philippe Propage, qui était l'entraîneur de l'équipe de France. J'ai dit, bon, ok, je veux bien faire la course de sélection, c'est dans un mois, ou même je crois qu'il restait 3 semaines.
Par contre, j'aimerais bien que tu m'entraînes si possible, voilà, que je sache un peu, quoi. Donc, il me dit, bah, écoute, trop chouette, avec plaisir pour t'entraîner. Et il me dit, bah, écoute, tiens, je te donne un calendrier, et puis dis-moi ce que tu as fait comme entraînement et comme séance pour ces derniers temps, ces derniers mois. Et je me revois derrière mon ordinateur, et je me dis, c'est des entraînements, des séances, je comprenais pas, parce qu'en fait, moi, j'allais faire des footings, tu vois, quand l'envie m'y prenait, mais j'avais aucune idée, j'avais pas de montre, j'avais aucune idée de combien de kilomètres je faisais, donc je devais faire, j'avais mis footing là, sortie trail avec des amis là, mais ça s'arrêtait à ça, quoi. Et quand il a ouvert, il a dit, ah ouais, ok. Mais lui, il a trouvé ça génial parce qu'il s'est dit, je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Finalement, il m'a entraîné 2 semaines parce qu'après, 2 semaines, tout en sachant que la première semaine, c'était un peu pour tâtonner. Moi, c'est la première fois. En fait, c'était même pas vraiment un entraînement parce qu'en plus, après, pour se préparer, comme je te disais, il faut une période où on décharge. Donc, c'est pas la semaine de la course qui va mettre des plus gros entraînements. Donc voilà, ça a été... il m'a fait donc on a fait 3 semaines ensemble et la course de sélection s'est super bien passée. J'ai terminé 2e, donc j'étais forcément sélectionnée parce que c'était les 5 premières qui étaient sélectionnées. Et là, hyper heureuse. Et pour moi, le job était fait. Tu vois, j'arrêtais pas à dire ouais, le job est fait, c'est beau. On a eu un stage en équipe de France. J'ai réussi à poser mes congés pendant ce stage. On a eu un stage dans le Cantal en équipe de France, mais quand on a eu notre dotation, tu sais, le sac à dos France, quand tu commences à mettre la première fois ton maillot, j'étais mais comme une gamine, j'en revenais pas, je prenais plein de photos. Les autres me regardaient un peu, c'était rigolo parce qu'ils me regardaient un peu, ça va, c'est une sélection d'équipe de France parce qu'ils en avaient fait plusieurs. Mais moi, vraiment, tout était nouveau. Je prenais plein de photos, j'envoyais à mes parents. J'avais fait un groupe pour dire regardez ce que je vis, etc. Et une fois arrivé, donc 2 mois plus tard, donc en juin, c'était le 6 juin 2019, les championnats du monde. Donc effectivement, pour l'anecdote, j'ai eu ma transition. Donc je suis passée de Bayonne et je refais Bordeaux. J'étais à l'Institut de Bergogny, à Bergogny à la Transféro. Très chouette, un stage très chouette. Et du coup, le mois juste... Que j'ai fait aussi. Ah, bah, tu vois. J'ai dû m'entraîner à Bordeaux. Voilà, c'était la mission quand même. À l'époque. Et t'allais sur les petites collines Florac et tout ça, je sais plus trop. Non, mais à l'époque, il y avait un sentier, mais maintenant, il a été bétonné. Tu avais un seul sentier dans Bordeaux qui montait, c'était le truc que tout le monde faisait, je ne sais plus comment il s'appelait. C'était un petit chemin terreux qui faisait 70 mètres de dénivelé, et c'était le seul un peu côte que je faisais. Et après, j'allais à Florac, mais en fait, tu vois, je partais avec mon vélo de chez moi ou de Bergognier pour aller essayer d'aller à Florac, pour aller essayer de faire une sortie trail où tu arrivais à peine à avoir 100 ou 200 mètres de dénivelé, quoi. Donc, c'était épique, mais en fait, je pense que tout ça, finalement, on arrive avec, voilà, quand on a envie, quand l'envie est là et la passion est là, en fait, ça a marché. T'as profité d'une fraîcheur énorme de pas trop griller tes plumes pendant l'externat, pendant la jeunesse, etc. Eh ben, je pense aussi qu'il y avait ça. J'étais toute fraîche, tu vois, j'étais pas fraîche parce que, pas fraîche au niveau de l'âge, parce que j'avais déjà 27 ans, ce qui est très jeune, hein. Mais dans l'énergie mentale... Mais par rapport à d'autres, ce que je veux dire, c'est que comme je commençais tout juste la course à pied, je n'avais pas toutes ces années qui m'avaient potentiellement épuisée. Et donc, je suis arrivée vraiment à la fleur au fusil au championnat du monde en me disant, de toute façon, moi, l'objectif est fait. Je voulais juste être sélectionnée, faire une sélection et je m'imaginais même pas. Je m'imaginais même pas être en championnat du monde, pas du tout. Et puis, en fait, je m'étais pas mentalisé aucun classement, rien en fait. En fait, je m'étais juste mentalisée de faire la course et voilà. Et que de toute façon, j'avais vécu de super moments et que... C'est fou cette naïveté alors que d'autres c'était leur objectif de vie et toi t'arrives là comme une fleur. C'est fou, c'est incroyable. Bah ouais. Ouais, mais comme quoi, tu vois, on se rend compte que la charge mentale est énorme aussi dans tout, aussi dans le sport de haut niveau, parce que finalement, être naïf comme ça, et ça m'a vraiment aidé. Ça m'a vraiment aidé. Et puis aussi, tu vois, au niveau stratégique, moi, j'en avais aucune, mais en fait, comme je n'étais pas du tout connue, je pense que j'étais la moins connue de toutes les athlètes de l'équipe de France, et ben toutes les grandes adversaires et les grandes favorites de la course, quand elles m'ont vue partir devant, elles se sont dit, je pense, bon, elle va péter. C'est quoi le scénario de la course d'ailleurs ? Je suis partie devant et j'ai fait tout devant. Et en fait, celle qui est arrivée derrière moi, je sais pas si tu sais un peu le trail, mais c'est quand même Ruth Croft. Okay. C'est une des meilleures. Elle est encore elle est encore sur le terrain. Elle vient de faire
Elle a fait deuxième à l'UTMB. Enfin, pour moi, c'est une des meilleures traileuses au monde. Et à l'époque aussi, et c'était vraiment son objectif. Sauf que je pense qu'elle a un peu fait plus en tactique. Donc, elle s'est dit, elle a vu un peu qui étaient les potentiels adversaires. Et elle s'était un petit peu mise avec elle pour après. Sauf que moi, j'étais partie comme une bombe, en fait, dès le début. Sans trop réfléchir, voilà, contente d'être là, avec l'émotion. Et je suis vraiment partie comme une bombe. À tel point que C'est quoi le format? C'était un 42 km. Okay. Et c'est vrai que les premiers kilomètres, c'était de la route. Et là, je me retrouve à courir à côté de Nicolas Martin, si ça parle. Mais c'était un mec qui était sélectionné en équipe de France. Donc, et là, il me regarde et il dit, oula, il y a un problème. Soit c'est moi. Enfin, il regarde sa montre, il dit, pourtant, j'ai pas l'impression d'être partie lentement. Et là, quand il m'a vu, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est partie bien trop vite. Bon, j'étais contente. Hein. Et je pense que les adversaires et les favorites m'ont laissé partir en disant que j'allais craquer. Et puis finalement, non, et j'avais pris tellement d'avance que ça avait été difficile de reprendre. Donc voilà un peu le scénario. Et voilà, et là, j'arrive première à cette course. Et c'était incroyable. C'était incroyable. Pour revenir sur ta relation avec la médecine et l'hôpital, là, ta vie change. Est-ce que le sport a déjà été un problème pour ta vie en service? Est-ce que ça t'a déjà amené des conflits ou voilà, on sait que le sport peut amener de la fatigue ou peut-être ça peut prendre du jus? En fait, effectivement, quand je suis arrivée à Bergognier, puis même à Bayonne, hein, mais bon, on va dire Bergognier, c'est là où j'étais championne du monde. J'osais pas en fait le dire, j'osais pas en parler. Je savais que deux fois je devais aller m'entraîner. Je quittais parfois un peu plus tôt le service, c'était pas très bien vu. Et ça me pesait en fait parce que j'ai essayé de concilier les deux, mais franchement à l'époque, et je sais pas si c'est encore pareil, et j'en veux un peu au corps médical, c'est mal vu d'aller faire du sport, alors qu'en fait, en tant que médecin, c'est vraiment pour moi le premier traitement que je conseillerais à mes patientes. C'est le meilleur traitement préventif, c'est la meilleure façon de se sentir mieux. Pour plein de pathologies ou plein de symptômes, moi je conseille d'aller faire du sport. Et on est vraiment les plus mal chaussés parce que nous-mêmes, en étant médecins, on est mal vu quand on prend du temps pour soi pour aller s'entraîner. C'est à celui qui mangera le plus tard à 14h un sandwich à l'arrache. Il n'y a vraiment pas la pause mais c'est dédiée. Ça. Des fois, limite, on n'a rien à faire en service, mais comme il est 18h et que normalement, on n'est pas censé finir après 19h, on reste là à attendre. Ouais. Moi, je ne comprenais pas ça. Donc, en fait, plutôt que d'attendre, je disais, non, moi, là, pour l'instant, il n'y a rien. Je m'en vais. Je vais pas loin de l'hôpital. S'il y a quelque chose, vous m'appelez, je reviens. Mais moi, c'était ça surtout. Donc ça, des fois, ça a été un peu mal vu. Quoique, quand même, à Bergognier, je peux pas cracher dessus. Ils ont été quand même assez bienveillants. C'est quand même une bonne équipe. Et par contre, une fois que j'ai été championne du monde, par exemple, les chefs, ils ont été assez surpris parce qu'en fait, ils savaient pas que je courais. Et tu le savais pas toi-même? Non, je savais pas moi-même que je courais. Et quand je suis revenue, j'en ai parlé à personne. Hein. Mais par contre, ça s'est su, je ne sais plus comment. Après, c'est pas non plus étonnant que quand il y en a une interne qui devient championne du monde, les nouvelles vont vite. Mais ça s'est su et j'ai quand même trouvé avoir un peu plus de reconnaissance. Et mon stage s'est bien passé. Après, je ne pense pas du tout avoir fait le stage à moitié. J'ai fait comme tout le monde. Franchement, j'ai fait les gardes qu'il fallait, les astreintes qu'il fallait. Je faisais mon temps. Mais tu vois, quand j'allais m'entraîner, c'était, on va dire, je m'entraînais pas, tu vois, je m'entraînais sur des horaires qui n'embêtaient pas le service, qui mettaient pas en dépit le bon fonctionnement du service. Mais c'était un peu mieux vu. Ah, t'allais t'entraîner, ou alors comment tu vas t'entraîner, ah, cool. Et limite, des fois même, il y en a qui me proposaient d'aller avec eux. Et ça m'avait, j'ai trouvé que j'avais passé un cap à ce niveau-là. Mais voilà, il a fallu quand même que je sois championne du monde avant ce titre-là. C'était, elle va s'entraîner. Pourquoi? Enfin, tu vois, j'avais pas C'est un peu triste qu'il faille les médailles pour donner du crédit à la course à pied. C'est ça, j'avais pas la crédibilité, je cherchais le mot, mais bon. Après, oui, c'est un peu triste. Bon, moi, après avoir eu ça, je l'ai eu. Mais je sais pas, j'espère que ça va changer et qu'on va se rendre compte que l'activité physique, c'est nous-mêmes en tant que médecins, c'est indéniable d'en prescrire et de recommander à tout le monde. Moi, je connais quand même rarement un problème de santé ou qui te contre-indiquerait totalement à faire
ne serait-ce que se mettre en mouvement. Alors, pourquoi nous n'appliquons pas nous-mêmes ce qu'on recommande à nos patients? C'est là un peu Totalement. toute l'incohérence parfois de la médecine et de l'internat. Mais comme tu le dis, parce que on a ces idées reçues, ces injonctions de on est interne et on doit subir notre internat. Donc, moi, j'ai un peu du mal avec ça. Et j'avoue que j'ai eu un internat assez cool pour ça. Comment est-ce que tu te présentes qu'est-ce qu'elle fait Blandine Hirondelle dans la vie? Je me présente jusqu'à janvier, où là maintenant, j'avoue que je ne suis plus, je ne suis plus gynécologue ou obstétricienne hospitalier. Mais en tout cas, jusque-là, je me présentais en tant que sportive semi-professionnelle et que j'avais deux métiers que je mettais au même titre, 50-50, gynécologue et athlète de haut niveau. Je ne sais pas si c'était ça ta question. Si. Je ne mettais jusque-là pas une discipline au-dessus de l'autre. Là, pour cette année-là, je pense que je suis quand même un peu plus sportive. Mais parce que, comme je t'ai dit, comme je l'ai expliqué, je me suis encore donné 1 an et après, voilà, on va reprendre une activité gynécologique principale et peut-être mettre un petit peu en dessous l'activité physique et sportive. Mais en tout cas, 2025 va être une année charnière dans ma pratique de la gynécologie parce que j'ai vraiment tourné une page sur l'obstétrique. Non pas que j'aime pas ça, parce que j'ai trouvé ça passionnant, mais en fait, je me rends compte que tout ce qui est obstétrique et chirurgical, c'est vraiment des spécialités où tu peux pas faire ça à demi et à moitié, et que si tu veux continuer à faire ça, il faut vraiment s'y consacrer à 100%. Et que jusque-là, je faisais que des gardes et des astreintes, mais j'en faisais, tu vois, 6 à 7 par mois de garde et d'astreinte, et le reste du temps, je consacrais au sport. Mais en fait, tu peux pas continuer à avoir la main, surtout que je travaillais dans un hôpital dans une toute petite structure qui est Mende, où il y a 400 accouchements par an. Donc finalement, je perdais la main dans tout ce qui était chirurgie d'urgence. Moi, j'avais qu'une hantise, c'était d'avoir la célio, la GEU rompue que je dois prendre en célio en pleine nuit, ou l'hystérectomie d'hémostase, parce qu'en fait, depuis mon internat, je n'avais pas fait ça seule. Et je craignais ça. Et je me sentais aussi que au fur et à mesure, j'étais moins sereine et moins sûre surtout au niveau technique, chirurgical et obstétrical, et qu'on parle pas, je sais pas, je veux dénigrer aucune spécialité, mais ce que je veux dire, c'est qu'on parle quand même de vie et d'une femme jeune et d'un bébé qui ne demande qu'à vivre. Donc quand même, les enjeux sont énormes et étaient énormes. Et moi, je ne pouvais plus avoir cette épée Damoclès au-dessus de moi. Donc, il fallait que je fasse un choix. Soit j'arrêtais complètement la course à pied et je me mettais à fond là-dedans. Sauf qu'en fait, je pense que j'aurais pas été épanouie. Et ce que j'ai trouvé, en fait, c'est une spécialité dans laquelle je suis un peu perdue pour l'instant parce qu'elle n'est pas reconnue et que peu connaissent ça et sont investis là-dedans, mais c'est ce que je renomme, et c'est ce que les peu de personnes et de gynécologues ou médecins du sport appellent la gynécologie du sport. Et c'est-à-dire toutes les spécificités les gynécologiques auxquelles peuvent être confrontés les sportifs, mais de tout niveau confondu et de tout sport confondu. Et en fait, je commence à m'éclater là-dedans. Donc là, pour l'instant, je suis dans la période de formation où j'essaie de me former dans tous les colloques, les séminaires que je peux avoir. Et ça commence je commence un peu à avoir un petit bagage. Et maintenant, je passe un peu de l'autre côté, où même moi, je donne des formations. Des formations. Et là, par exemple, tout récemment, le CREPS m'a proposé de venir intervenir. Donc le CREPS, excuse-moi, de Font-Romeu, donc le centre, c'est les centres régionaux d'entraînement pour des lycéens, par exemple, même
ou même il y a des sportifs de haut niveau qui viennent faire des stages, m'a proposé de venir faire des consultations de gynécologie pour les sportifs pour commencer un peu à parler de toutes ces spécificités, que ce soit par rapport au cycle menstruel, par rapport aux règles, par rapport aux incontinences urinaires, aux problèmes pelviens, après tout ce qui est grossesse, postpartum aussi, il y a des sujets qui sont un peu tabous et dont on parle, dont on a un petit peu, on n'a pas encore assez développé. Et vraiment, voilà, moi, c'est un petit peu ce qui me, là où je vois l'avenir, à faire de la gynécologie assez axée pour les sportifs parce que il y a tout à faire. Ok, incroyable. J'ai quelques questions un peu tac au tac. La plus grande fierté, médecine ou le trail? Non, mais là, c'est comme si je te disais, tu préfères ton père ou ta mère. Non, c'est, je pense le trail. Ok. Le trail parce que, en fait, être quand même médecine, j'étais extrêmement fière, mais bon, je reste gynécologue obstétricienne et il y en a quand même des milliers en France, alors que le trail, gynécologue obstétricienne, je suis pas au niveau élite, je suis pas professeur, PUPH, etc. Alors que je suis arrivée à un niveau élite dans le trail, donc ouais, le sport. Ok. D'après toi, j'avais fait un épisode là-dessus. Les études de médecine, est-ce que c'est un sport de haut niveau? Est-ce que l'engagement, l'investissement est comparable à ce que demande l'investissement d'un statut de sportif de haut niveau? Oui, je pense. Je pense et beaucoup m'ont demandé parce que par exemple dans le trail, il y a beaucoup de trailers de haut niveau qui sont aussi médecins et tout le monde me demande est-ce qu'on y voit une ressemblance et moi je trouve oui dans le parcours des études de médecine ça nous développe des capacités mentales, de résilience, de perfectionnisme qui peuvent nous aider ou au moins qui sont similaires à la pratique du haut niveau. Donc oui, je pense. Ok. UTMB ou Diagonale des Fous? La diag parce que franchement, bon non mais UTMB c'est génial, mais la diagonale, depuis que je me suis donné cet objectif, dès que je prononce le mot diagonale, je me revois à la Réunion et en fait toutes ces superbes années et j'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner et de me replonger dans ces 3 magnifiques années que j'ai passées à la Réunion Il y aura du sens. et il y aura du sens en fait parce que comme j'ai expliqué, j'ai tout découvert à la Réunion, le trail. J'ai même rencontré mon conjoint Mathieu, donc c'était il y a 10 ans. En plus, ça va faire 10 ans, j'ai même pas calculé ça. Et donc l'histoire, c'est de boucler la boucle, au moins voilà sur les projets sportifs de haut niveau. Tu l'as pas encore faite, la Diago? Non, je l'ai pas encore Ok. faite. Donc je pense que ça va être la diagonale. Ok. Question un peu pourrie. Renouvellement de contraception tranquille ou code rouge obstétrical? Non, mais j'aime bien. Mais actuellement là, renouvellement de contraception tranquille. Au calme. Ok. Tu m'avais dit ça quand j'étais interne. Oh non, le code rouge à fond. Et puis enfin non, ouais, c'était la médecine de cow-boy, j'adorais quoi. Mais non, maintenant non, je laisse aux autres. Petite contraception, renouvellement, revoir la patiente. Et puis ça tombe bien, elle vient juste pour une contraception, mais on a une demi-heure devant nous. Donc écoute, si tu veux me parler pendant 20 minutes de plein d'autres choses, je suis ouverte. Et moi, j'adore discuter et je pense que le médecin aussi, il est là pour ça. Et Ouais. en fait, pour tout vous avouer, auditeurs et Maxime Garcia, jusqu'à ma dernière année, enfin jusqu'à mon dernier semestre, moi je voulais faire de la médecine générale pour ça en fait, parce que j'adorais le contact. Et quand j'ai passé l'internat, j'ai mieux réussi que ce que je pensais. Et pour moi, c'était médecine générale à La Réunion. Et en fait, j'ai vu que j'avais la spécialité de gynécologie. Et comme j'étais en pleine dans un stage de gynéco et que j'avais adoré, et en fait, je me suis dit, allez, banco, pourquoi pas. Ça peut être chouette, mais c'est vrai que j'ai toujours aimé ce contact avec les. Alors, je vais te demander de trancher. Mathieu Blanchard, le très médiatisé, ou Vincent Bouillard, le sous-médiatisé? Le profil. Je les connais tous les deux. Hein. Je les connais tous les deux. Si
si je dois le reporter à moi, tu vois, enfin, je trouve que Vincent Bouillard, c'est un exemple d'humilité et je trouve ça magnifique qu'il a réussi et en fait, en plus, il m'a fait un peu penser à moi dans mes débuts parce que je vous parle de tout ça, j'ai été championne du monde et puis après championne de France, etc. Et j'ai eu énormément de sollicitations, de partenariats, de sponsors. Mais en fait, pendant jusqu'en 2021, pendant 3 ans, je n'avais aucun sponsor, alors que j'étais déjà championne du monde. J'avais aucun, double championne. Ouais, non, j'étais déjà une fois championne du monde. Aucun sponsor, même pas de réseaux sociaux, pas de page Instagram, pas de page Facebook. Enfin, je n'avais rien. Et je trouvais ça bien en fait. Et je trouve qu'il a bien fait aussi Vincent. Alors peut-être qu'il va mettre un petit peu plus de temps avant de rentrer un peu dans tout ce qui est haut niveau et médiatisation. Mais quand il arrive comme quelque chose d'aussi énorme, il a raison de prendre le temps, un peu de recul pour rester encore profiter d'être sur son petit nuage, absorber tout ça. Donc ça, je trouve ça chouette. Par contre, pour connaître Mathieu Blanchard et voir les 4000 vies qu'il a en une, moi, il a franchement tout mon respect. Alors après, on aime ou on n'aime pas, mais cela dit, il arrive à maintenir un niveau de performance énorme tout en ayant une médiatisation et en ayant plein de projets. Et ça, franchement, chapeau, parce que je sais pas comment il fait pour tenir. Tu disais pour Vincent Bouillard que c'est une étape indispensable de passer par les réseaux sociaux, par de la médiatisation pour en tirer quelque chose en fait? Non, c'est pas une étape indispensable. Non, tu peux vivre tout à fait. Il a l'air très équilibré dans sa vie. Il a un métier qu'il épanouit et voilà. Par contre, oui, si tu veux vivre, à mon avis, si tu veux vivre de ton sport, même si tu as gagné l'UTMB, je pense que n'importe quelle marque te demande d'être un peu présent sur les réseaux. C'est un peu le nerf de la guerre. Ça fait beaucoup débat, mais on le voit bien. Hein, il faut avoir de la notoriété. Faut pas que les résultats sportifs. Alors oui, les résultats sportifs peuvent te permettre d'avoir des contrats, mais si tu veux vraiment être reconnu et avoir quelque chose d'assez, il faut réussir à avoir les deux. Ok. Des questions Instagram maintenant. Alors j'essaie de sélectionner les mieux formulées parce que des fois il y a des questions médicales avec des cas cliniques un peu bancals. Comment as-tu réussi à associer travail de thèse et préparation sportive? Apparemment, il y en a qui sont un peu brutalisés par la thèse. Alors, j'en suis pas venue quand c'était la période de ma thèse, mais alors moi, j'ai eu un super ami que tout le monde a détesté, mais moi, je l'ai adoré, il s'appelle Covid. Et en fait, ma thèse est arrivée pile au moment du Covid. Là, on a dû être enfermés, plus faire de sport. Et finalement, comme en plus, j'étais dans les dernières années de gynéco, autant beaucoup d'internes... du coup, en fait, nous, dans notre service de gynéco, en fait, toutes les consultations, on avait beaucoup moins de travail. Les consultations avaient été supprimées et on faisait que les urgences gynéco. Or, déjà, en plus, on était un sureffectif dans mon stage. Et en plus, comme j'étais dans les dernières années, ils nous avaient pas demandé, et heureusement, parce que je me serais pas du tout sentie capable, d'aller aider, parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'internes qui sont allés dans des services d'urgence ou de réanimation. Les 9e année de 9 ou 10e année de, enfin 9e année de gynéco, ça aurait été la cata si on me demandait de revenir dans un service d'urgence. Donc en fait, j'ai eu énormément de temps pendant mon année de thèse, parce que l'internat, je faisais quasiment que quelques gardes, et en plus tout le monde voulait en faire pour essayer de. Donc finalement, j'avais beaucoup diminué l'activité à l'hôpital, et au niveau sportif, de toute façon, il y avait plus de compètes, il y avait plus rien, donc j'allais courir de temps en temps dans les kilomètres restreints. Et finalement, j'ai passé beaucoup de temps à travailler sur ma thèse. Et en plus, ma thèse, moi, c'était une méta-analyse. Donc, en fait, c'était beaucoup de chez moi. J'avais pas forcément besoin de me déplacer. Et donc, je remercie les années Covid qui m'ont permis de pouvoir me mettre à fond là-dedans. Et voilà. Désolée Ok. pour ceux qui sont en plein là-dedans et qui doivent allier aussi l'internat à fond. Moi, j'ai pas eu Un petit conseil, même si j'ai l'impression que tu calcules pas grand-chose et que tu as la tête dans le guidon, un petit conseil pour réussir, pour allier travail et révision. C'est de la part d'une externe qui aimerait faire de la gynécologie. Travail et révision. Non, trail. Trail, Non. pardon, j'ai dit travail. Ah, trail. Trail et révision. Trail et révision. Eh ben, en fait, il n'y a pas forcément de conseil souvent. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si j'avais su avant,
je pense que j'aurais peut-être même fait encore plus de trail parce que on veut toujours se mettre à fond dans les révisions. Sauf qu'en fait, je le vois, c'est drôle parce que au niveau sportif, on a plein d'études scientifiques, de revues, de la littérature, d'analyses qui nous disent quel est l'entraînement le mieux et qui inclut des périodes de récupération, etc. On a plein de données pour savoir si on est fatigué ou pas et de savoir si cette séance elle va être profitable ou non parce que tu es fatigué, machin. Mais alors par contre, justement, dans tout ce qui est révision, travail, ça, c'est le plus. On a l'impression qu'il faut le faire le plus possible. Donc, en fait, je me suis rendu compte, et en fait, au final, c'est normal, mais à force de vouloir trop travailler, parfois, on n'est pas du tout. On n'optimise Productif. absolument pas, on n'est pas du tout concentré. Et une chose vraiment que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas penser que le plus est le mieux. Finalement, même le mieux l'ennemi du bien, hein, comme on dit. Et je pense qu'il faut vraiment toujours s'accorder des petits temps où on va aller faire du sport. Parce que même si ça va être 1 heure où on aura l'impression d'avoir un peu gâché 1 heure. Et moi, je revois la blague qu'on avait quand on révisait le CN, c'était ah, tu vas courir 1 heure, bah, c'est 15 places de perdu. Donc en fait, je pense pas. Et c'est même 15 places de gagner. Parce que on est là en train de buter, on sait plus, on lit une page, on arrive à la fin de la page, on sait même plus ce qu'il y avait en haut de la page, on est complètement perdu. En fait, dans ces cas-là, ça sert à rien de buter. On ferme tout, on va couper, on va faire une heure, une demi-heure, on va aller courir, penser complètement à autre chose. Quand on vient, là, on est efficace. Et donc, moi, mon conseil, c'est de dire, de continuer à maintenir comme ça une activité physique. On a même vu que même ça, je sais pas si c'est par des sécrétions et des stimulations hormonales ou par une vascularisation cérébrale, mais on a une meilleure mémoire. Enfin, les sportifs, ceux qui vont pratiquer une activité physique sportive, ont une meilleure mémoire. Ça aussi, ça a été prouvé. Donc, je sais pas si ça répond vraiment à la question, mais en tout cas, il faut au même titre qu'on s'accorde des temps de révision, s'accorder des temps pour aller continuer à pratiquer. Toi, au-delà de tes prédispositions, ton secret, ça a été la répétition des efforts? C'était quelque chose de quotidien quand tu as débuté? C'est pour ça que tout s'est installé hyper vite? Ou Ou non, je même pense pas? pas. Non, je sais pas. Je pense que c'était le plaisir, la naïveté, comme tu dis, aller courir, marcher dans la montagne et voilà, faire Ok. ce qui me plaisait. Euh, euh, on va parler un petit peu de questions médicales, même si c'est un peu compliqué pour toi de répondre à des questions de but en blanc comme ça. Est-ce qu'il est possible de supplémenter un progestérone à un déficit pour réguler le cycle? Est-ce qu'il est possible? Possibilité de supplémenter en progestérone dû à un déficit pour réguler le cycle. Ah, oublié, moi je l'avais compris, mais là je la comprends Non, plus. en fait, ce que je veux dire, ce que je pense savoir, là où veut venir la personne, et si tu veux, on va commencer à pouvoir un peu parler des troubles du cycle chez la femme sportive, qui Ouais. sont extrêmement fréquents, dus à un déficit énergétique, ce qu'on appelle un LEA, un Low Energy Availability, et plus ou moins un Rett syndrome, qui est en lien avec une aménorrhée hypothalamique fonctionnelle. Mhm. Et dans ces cas-là, et donc là on en revient un petit peu à pourquoi j'ai envie de faire la gynécologie du sport. Dans ces cas-là, je vais te dire, 9 praticiens sur 10 qui ont une patiente qui va être en aménorrhée, le premier réflexe, ça va être de dire, écoutez, je vous donne 10 jours de du faston pour voir si les règles reviennent, de la progestérone, 10 jours de progestérone. Et effectivement, souvent, après ces 10 jours de progestérone, les règles reviennent, mais en fait, c'est juste des hémorragies de privation, parce qu'en fait, les règles, c'est juste quand les règles viennent, c'est juste parce qu'en fait, il y a une chute brutale des hormones juste avant les saignements. Et donc, effectivement, ces règles vont revenir. Ces hémorragies de privation vont revenir. Mais en fait, ça ne va pas du tout traiter la cause. Et même, pour moi, c'est encore pire. C'est qu'on va faire la politique de l'autruche. On va penser du coup que le cycle est revenu, qu'en fait, finalement, il n'y a pas de problème parce que j'ai eu des saignements sous progestérone. Et en fait, pour moi, ça n'a aucun sens. Donc, oui, on peut s'en servir pour éliminer, tu vois, par exemple, d'autres
Pour éliminer d'autres causes qui seraient par exemple une imperforation hyménéale de l'hymen, ou une pathologie au niveau de l'utérus qui fait qu'en fait on n'aurait pas de saignement. Donc là, le fait de voir qu'on a des saignements, ça montre qu'il y a une bonne que tout fonctionne bien au niveau utérin. Mais en fait, c'est le seul intérêt. Par contre, le fait de retrouver des règles après ça ne va pas traiter l'aménorrhée hypothalamique fonctionnelle qui, comme son nom l'indique, vient surtout de l'hypothalamus et donc du coup d'un dérèglement à ce niveau-là plutôt qu'au niveau hormonal. Ok. Du coup, on peut enchaîner sur le fameux Rett syndrome. Moi, personnellement, je vois que tu en parles beaucoup sur Insta et tout ça, mais moi, je ne l'ai pas du tout touché du doigt pendant mes révisions, mon cursus. Tu peux nous en toucher 2 mots parce que ça a l'air d'être plutôt fréquent finalement. Toi, tu n'en as pas touché, toi, tu n'en as pas du tout palpé pendant tes études, mais moi non plus, et je pense que très peu. Bon, le Rett syndrome, en fait, c'est un grand mot pour relative efficient deficiency in sports. Rett. En gros, c'est un syndrome en lien avec un déficit énergétique relatif dans le sport. Et donc, qui dit syndrome dit association de plusieurs signes cliniques qui sont dus à un déficit énergétique. Donc, soit manque d'apport par rapport aux dépenses qu'on a, soit trop de dépenses, mais qui peuvent être sportives ou même dans la vie de tous les jours. Et même le stress, par exemple, peut augmenter les dépenses énergétiques et caloriques. Et en fait, on dit aussi que c'est chronique parce que à force d'être toujours en déficit énergétique parce que soit on fait beaucoup de sport, soit on s'alimente pas assez, soit les deux, soit on est très stressé, et que du coup le corps n'a pas l'énergie nécessaire, et ben il va commencer à se mettre grosso modo en pause et à je suis en train de vulgariser, parce que je sais pas si on a beaucoup de médecins qui écoutent ou si c'est du coup je sais pas s'il faut que je vulgarise ou pas. Il y a un peu de tout. Mais du coup, voilà, le corps va se mettre un petit peu en pause et privilégier les fonctions vitales et à mettre en veille les fonctions qu'il ne considère pas nécessaires à la vie, dont tout ce qui est activité hormonale et gynécologique, et donc tout ce qui est fertilité. Et du coup, on est en aménorrhée hypothalamique fonctionnelle, donc en lien avec un défaut de sécrétion au niveau hypothalamique de GnRH, puis de LHFSH, et puis au niveau œstrogène, progestérone, les ovaires qui se mettent en veille. Et si on aurait tendance à croire en tant que médecin, et c'est ce qu'on nous a souvent, en fait, vu qu'on n'en a jamais vraiment entendu parler pendant nos études, une femme qui va venir parce qu'elle n'a plus ses règles, le premier des réflexes du gynécologue, ça va être de dire écoutez, vous inquiétez pas, tant que vous voulez pas d'enfant, de toute façon, c'est pas grave. Je vous donne une pilule pour vous donner des règles qui, je le répète, entre parenthèses, ce ne sont pas des vraies règles. Vous n'êtes pas guéri si vous avez des saignements sous pilule. Et puis on verra quand vous voudrez un enfant. Donc en fait, au-delà d'effectivement des risques de l'aménorrhée hypothalamique fonctionnelle, c'est effectivement l'infertilité, mais pas que, en fait, parce que les œstrogènes sont aussi protecteurs au niveau osseux. Et en fait, un déficit en œstrogène va provoquer une faiblesse osseuse, donc une ostéopénie, donc une augmentation du risque de fracture, notamment de fracture de fatigue, mais aussi au niveau cardiovasculaire, parce que les œstrogènes sont aussi protecteurs au niveau de la paroi endothéliale, donc des risques cardiovasculaires, des risques au niveau d'autres fonctions hormonales, donc thyroïdien aussi, souvent on le voit beaucoup, et puis au niveau mental, il y a beaucoup de syndromes dépressifs, au niveau digestif, sur tout ce qui est aussi cortisol, il y a plein d'autres fonctions de l'organisme qui vont être impactées, et donc il faut pas s'arrêter je vous donne une pilule et on verra dans quelques années quand vous voudrez une grossesse, parce qu'en fait pendant toutes ces années-là le déficit s'installe et les effets secondaires s'installent et on arrive trop tard après, et souvent c'est très difficile
de retrouver tout ça. Donc je sais pas si, enfin, je pourrais en parler sur tout un épisode du Rett syndrome, mais voilà, le Rett syndrome en fait c'est un syndrome dans lequel le signe clinique est l'aménorrhée hypothalamique fonctionnelle. Et nous, les gynécologues, en fait, comme c'est un des symptômes, on va dire, les plus marquants, que souvent les femmes remarquent le plus, ça va être nous en première ligne. Sauf que pour traiter vraiment la cause elle-même, elle va être surtout sur une rééquilibration alimentaire, sportive, gestion du stress. Aussi parfois ça peut être dû au stress, voilà, ou même à des chocs émotionnels, psychologiques. Et nous après, gynécologues, on va être là pour essayer de traiter un petit peu. L'arrêt du sport est incontournable? Non. Quand je dis rééquilibre, l'arrêt du sport n'est pas incontournable. En fait, pour l'instant, souvent c'est involontaire. Bon, il y a des cas où les femmes vont avoir des troubles du comportement alimentaire avec des anorexies, etc. Et dans ce cas-là, ce que je veux dire, c'est que souvent c'est involontaire et juste leur dire d'augmenter les apports, ça va être suffisant. Ce que je veux dire, c'est que dans les cas des TCA, c'est un peu plus compliqué de juste d'augmenter les apports. Donc, des fois, on va être obligé d'en venir à aussi une diminution, au moins une réadaptation au niveau sportif. Donc, faire moins d'intensité, moins de volume, essayer vraiment de manger pendant les séances et voire même devoir passer par l'arrêt des compétitions. Mais non, ce n'est pas nécessaire si on arrive à vraiment faire un rééquilibrage alimentaire. Mais si ce rééquilibrage alimentaire n'est pas suffisant ou est compliqué, oui, il faudra passer par un rééquilibrage sportif. Ok. Donc pour en revenir à toi, c'est un petit peu... là, on a parlé de cette pathologie, mais c'est ce genre de pathologie et de médecine que tu veux réaliser, de la prise en charge moins technique et plus proche de la patiente. Exactement, parce que moi je suis un peu déçue, au même titre que nous en tant qu'internes, comme je l'expliquais tout à l'heure, on est mal vu quand on veut faire du sport, alors que pour moi le sport c'est ce qu'on devrait recommander à tous nos patients. Je suis aussi un peu déçue qu'on n'ait pas de notion dans nos études. Alors oui, on a quelques notions de médecine du sport, mais en tout cas nous en gynécologie, pendant l'internat, je suis même pas sûre d'avoir eu un seul cours sur les sportives et tous les problèmes gynécologiques en lien avec le sport. Et donc oui, il y a ça. Après, ce que je trouve ça passionnant aussi, c'est comment vivre le cycle menstruel en parallèle avec sa pratique sportive, que ce soit d'un point de vue performance mais aussi bien-être. Après, il y a tout ce qui est endométriose et sport. Après, je te parle même pas de la grossesse et du postpartum. Ça aussi, la grossesse, il y a 10-20 ans, on déconseillait et on contre-indiquait le sport chez les femmes enceintes, alors que maintenant, on le recommande. Et on se rend compte que ça a bien plus de bienfaits pour des grossesses qui se déroulent bien que l'inverse. Et vraiment, c'est quelque chose qu'il faut, c'est un message vraiment qu'il faut passer. Et moi, j'espère que dans quelques années, plus aucun médecin ne déconseillera de continuer la pratique de l'activité physique à une femme enceinte parce que pour moi, c'est mettre en danger. Enfin, pas mettre en danger, mais oui, ce serait pas en lien avec une bonne évolution de la grossesse et un bien-être physique et mental. Ok, ça laisse plein d'idées incroyables. Moi, je trouve ça hyper intéressant. C'est des niches. Enfin, non, c'est pas le bon terme niche, mais c'est un terme insuffisamment abordé. Et, alors que, en termes de fréquentation de motifs de consultation, c'est élevé en fait. C'est pas du tout. C'est pas en dessous d'autres motifs de consultation en fait. Tout à fait. Déjà, statistiquement, les femmes représentent la moitié de la population sur Terre. Et les sportives, alors, il y en a beaucoup de femmes qui vont avoir un peu ce complexe d'infériorité et qui vont pas se sentir sportives parce qu'elles vont dire non, mais moi je suis pas sportive, je cours qu'une fois de temps en temps. Mais non, il suffit juste, même si vous faites un footing dans la semaine, vous êtes sportive et que ça peut vous intéresser. Et même pour toutes les femmes qui le sont pas et qui sont sédentaires, et justement là encore, le rôle un peu de la gynécologue du sport que je voudrais être, c'est de solliciter et d'essayer de
de motiver voilà tout le monde à aller faire une activité physique parce que c'est bien pour voilà pour plein de choses, ne serait-ce que pour le mental, mais pour prévenir, soulager tous les maux qui sont en rapport, je sais pas, tous les maux qui sont en rapport avec le cycle menstruel, les maux de l'endométriose, avoir une grossesse plus sereine, avoir une meilleure fertilité, enfin voilà, même dans la prévention et dans la santé globale, inviter et faire comprendre que le sport et que l'activité physique ne peuvent que vous faire du bien. Bon, super, on va finir là-dessus et on va finir son programme 2025. Est-ce que tu peux nous raconter où est-ce qu'on va te voir aligné sur le plan médical, on a compris, et sur le plan sportif? Ouais, alors sur le plan médical, j'ai créé tout récemment une page qui s'appelle la gynéco Yes. sportive où justement j'ai envie de faire passer des messages à ce niveau-là. Bon, pour l'instant c'est un peu le fouillis parce qu'il y a tellement de sujets que j'ai envie d'aborder que je fais des grandes lignes, mais j'espère vraiment que j'arriverai à la fin à vraiment à synthétiser et à passer plein de petits messages comme je le fais là actuellement, par exemple sur ce podcast, pour essayer de motiver le plus de femmes à se mettre au sport. Et d'un point de vue sportif, ben écoute, va savoir pourquoi, mais dans une semaine, je vais cracher mes poumons à côté de Nantes au championnat de France de cross-country, Ok. une discipline que j'adore l'ambiance et j'adore y participer, mais c'est pas vraiment fait pour moi, ça court bien trop vite, mais bon, écoute, ça va être rigolo. Et ensuite, la saison de trail, je vais faire la Transvulcania. C'est une course qui est aux Canaries le 11 mai 2025. Ensuite, je ferai le 90 km du Mont Blanc. Donc, c'est une course pendant le marathon du Mont Blanc, donc du côté de Chamonix fin juin. Ensuite, la CCC, la petite sœur de l'UTMB. Et puis, pour finir, comme vous l'avez tous compris, la Diagonale des Fous. Ok, c'est ta première finalement année où tu es focus sport finalement. Ouais, exactement. Je suis plus focus sport que Tu professionnel. penses que ça va apporter quelque chose, que ça va faire la diff, ou que ça va pas, ça va te faire avoir une approche différente de ton activité sportive? Je pense pas que ça va faire la diff en termes de performance, parce que très honnêtement, là, je le sens, je commence un peu à fatiguer. Autant à 27 ans, je me sentais toute fraîche et jeune et mon corps voilà, était prêt à aller au combat. Et là, physiquement, mentalement, voilà, je sens que j'ai plus. Bon, voilà, c'est la vieillerie, hein, comme on dit. Je sens que je commence un peu à fatiguer. Mais le fait de me consacrer à 100% à ça, au moins ça va m'aider d'un point de vue mental, de pas avoir cette charge mentale en plus, de pouvoir profiter. Là, je Ouais, m'éclate, carrément. voilà, toute ma vie, je me réveille, je sais pas, je prends le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire, je prends le temps de prendre soin de moi, d'aller voir mes proches, dès qu'on me propose des choses, même si c'est à l'autre bout de la France, ben je peux me dire ah bah attends, je regarde, et voilà, d'accepter les projets, même en lien professionnel. Enfin, on me propose aussi de venir assister à des conférences ou de donner des cours. Et c'est génial parce que avant, je disais, bah non, en fait, c'est sûr, parce que tu savais tes 5 semaines, tu savais quand tu les avais calées et tu étais toujours obligé de refuser. Et là, c'est aussi chouette de pouvoir s'ouvrir plein d'opportunités. Donc, en tout cas, je profite et vraiment, c'est vraiment aussi pour mon bien-être. Après, on sait pas, je sais pas si ça va marcher d'un point de vue sportif, mais en tout cas, moi, je vais prendre beaucoup de plaisir cette année et je vais m'éclater dans tout ce que je vais faire, et c'est le principal. Blandine, on aurait pu discuter 4 Eh heures, oui. parce que déjà le trail ça prend, il y aurait plein de questions. La médecine, c'est une passion aussi, et d'ailleurs à ce sujet, le projet du podcast, c'est de savoir où est-ce qu'on chacun place le curseur de l'amincissement dans ce métier. Qu'est-ce que c'était et qu'est-ce que ça sera pour toi, le métier de médecin, en termes d'investissement, de temps et d'énergie? Écoute, effectivement, quand j'ai commencé mes études, j'avais comme je disais, cette injonction à dire non, la médecine, ce sera 100%. Je dédierai ma vie à ça. Et en fait, je me suis rendu Mhm. compte que de toute façon, dans n'importe quel domaine que ce soit, donc là, je peux te parler médical, sportif, mais ça peut être artistique ou d'un n'importe quel autre métier. En fait, être dans l'extrême, souvent on bascule. Et le risque d'être à 100%, c'est que on passe facilement après à zéro.
Et je pense qu'il faut trouver un équilibre. Donc, je vais te répondre 50% de la médecine et les autres 50%, ce sera vraiment tout ce qui est personnel, dont le sport, mais la vie familiale et les autres passions, les autres choses que j'aime faire. Parce que voilà, je pense que dans n'importe quel domaine, c'est jamais bon d'être à 100% dans un. Il faut toujours trouver un petit équilibre dans la vie. Et j'aime bien le comparer par exemple à une table, et il faut 4 pieds pour qu'une table, elle ait 3 des fois. Mais voilà, s'il y en a qu'un ou deux, ça marche pas, c'est bancal. Et voilà, dans la vie, c'est pareil. Il faut plusieurs piliers pour être bien stable. Formidable. On va finir sur ça. Merci beaucoup. On va finir aussi sur un petit message sur Instagram. Bravo, juste un message de félicitations. Elle est méga inspirante. Je pense que tu embarques avec toi les sportifs, les médecins qui se demandent et qui... Enfin, c'est même pas qu'ils se demandent, ils se disent finalement on peut, il y a la place pour. Évidemment, on n'avait pas compris qu'il y avait une énorme spontanéité chez toi et que le talent était sous-jacent. Le talent sous-jacent est immense depuis le début. Merci beaucoup. C'était franchement top. Tout ce que tu nous as livré. Il y a 1000 autres questions possibles parce qu'il y a le côté organisationnel. Est-ce que la médecine t'a servi pour, je sais pas, aller chercher de la perf, comprendre un peu plus sur le plan physio? Mais déjà, je pense qu'on a explosé ton record de temps de diffusion de podcast. Non, mais ça, c'est pas grave. Mais si tu veux, on refera un autre podcast. Je suis assez ouverte. Et puis, comme tu as vu, j'aime bien, je suis assez bavarde. Et puis, ça me change un peu des podcasts Focus Trail où on me demande de me présenter dans le trail. Sauf qu'en fait, j'ai l'impression que les gens, de répéter toujours. Là, c'est vraiment un autre public et je suis vraiment hyper contente de mettre aussi en lumière cette autre partie de moi, parce que souvent quand je fais du trail, les gens, en fait, ça va à peine que je suis médecin en parallèle. Ouais. Et puis c'est sympa aussi, puis quand ils savent que je suis gynécologue, voilà, ils s'imaginent tout de suite que je suis en train justement de faire des renouvellements de pilules dans un cabinet, mais ils s'imaginent pas que je pouvais être aussi à l'hôpital et parfois même mettre la blouse de chirurgien. Non, mais... Donc c'est aussi agréable. C'est ce que je disais au début, c'est que moi quand je voyais que les gens te disaient Hirondelle, Naniana, médecin et l'information passait comme ça de façon hyper fluide, mais j'avais envie de dire mais les gars, c'est pas possible de dire qu'elle est juste médecin et de le dire aussi rapidement. Mais parce que vous savez ce que c'est, et toi tu sais ce que c'est, et la plupart des auditeurs qui sont passés par là savent ce que c'est. C'est pour ça que je suis hyper contente de partager ça avec vous, parce que voilà, on se rend compte de la difficulté, on est passé par là, mais aussi on se rend compte de ce métier merveilleux, que si on s'investit autant, c'est que ça en valait le coup, et voilà, c'est aussi un métier merveilleux et qu'on peut le considérer comme une passion au même titre que ma passion pour le trail, et je trouve ça chouette de mettre ça en lumière. Donc je te remercie, pour ce beau message sur Instagram aussi, ça me fait chaud. Merci beaucoup, et puis on te souhaite le meilleur pour 2025, et puis à bientôt tout le monde pour de nouveaux épisodes. Merci Blandine, merci beaucoup. Merci à toi Maxime. Voilà, c'était un épisode de Médecin qui es-tu. Merci d'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite clochette, comme ça vous serez averti de la sortie de nouveaux épisodes. À bientôt.